Alors, bonjour à tous. Comment allez-vous, tout le monde? Alors, j'ai 7 participants. Alors, confirmez-moi que le son est bon, que vous m'entendez bien, que tout va bien. Alors, bonjour Frédéric. Allô, allô. Je vais regarder qui est avec nous. Alors, Christian, salut Christian. Eric, Frédéric, Idir, Laurence, Michael. Alors, vous êtes des habitués de ces webinaires. Je vous souhaite la bienvenue tout le monde. Eric avec vous pour cette deuxième partie sur le scalping. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu plus court que la précédente vidéo, donc la partie 1 sur le scalping. Alors, aujourd'hui, je commence avec une parenthèse, en fait. Vous me pardonnerez, mais c'est parce que j'observe, évidemment, euh, ce que vous faites. Je regarde un peu sur notre page Facebook, je regarde les résultats des membres, les commentaires. En fait, vous savez, je suis là pour la formation plus particulièrement. C'est mon intérêt premier de vous aider à vous former. Alors, c'est sûr que j'ai un intérêt à regarder comment vous vous développez, comment vous vous améliorez. Et à ce titre, je remarque que la communauté s'améliore vraiment beaucoup et je voulais vous féliciter ce soir de tous ces éléments, de toute cette amélioration que vous avez eue pour plusieurs d'entre vous, pas seulement ceux qui sont dans le groupe secret, également ceux qui sont dans la communauté publique. Par contre, je vois encore certaines erreurs de base se produire chez certains. Et je voulais en fait vous sensibiliser à une chose par rapport à notre communauté. En fait, vous savez, j'essaie de transmettre le plus possible certaines valeurs autour du trading. Évidemment, vous en faites ce que vous voulez, ça vous appartient. Vous êtes maître de votre propre compte et de vos finances. Mais vous savez, au-delà des résultats, parce que je vois, et puis c'est humain, c'est pas anormal qu'on soit comme ça, mais on met beaucoup l'emphase sur les résultats. Ah, ben j'ai gagné aujourd'hui tel montant, j'ai gagné tant de pips, mais on parle pas suffisamment de la stratégie qu'on a en arrière. Et avant le résultat, moi, je suggère à tout le monde de se donner, et j'en ai parlé sur la page Facebook récemment, donnez-vous des règles de base, des choses à ne jamais faire que vous vous acceptez pas de faire. Soyez votre propre money manager interne. Et en fait, j'ai envie de vous voir de plus en plus heureux, non pas d'un gain ou triste ou en colère, non pas d'une perte, mais bel et bien par rapport à votre méthode. Euh, Même si vous perdez 2 $, 3 $, 30 pips, 20 pips, peu importe. Si vous perdez alors que vous aviez un plan, une méthode, une stratégie, vous avez respecté vos règles, vous avez respecté votre money management, eh bien, la perte, on s'en fout, c'est pas grave. Forcément, si vous suivez vos règles, vos pertes, elles seront jamais euh, suffisantes pour nous emmener dans un état de colère. Puisque si vous respectez votre money management, et c'était le sujet de la partie 1 sur le scalping, si vous vous rappelez, et je vous invite, ceux qui vont regarder le replay ou ceux qui sont avec moi aujourd'hui, allez revoir cette première partie pour vraiment avoir les deux parties ensemble. Aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur des stratégies de scalping, mais la première vidéo portait sur la gestion de risque, l'installation de notre plateforme, mettre en place nos outils, préparer notre séance de scalping. Alors, je vous ai donné vraiment quelques petites bases pour réussir en scalping. Maintenant, ce que vous avez à l'écran, c'est une erreur fréquente d'encore certains parmi vous dans la communauté que je vois, et l'erreur fréquente, et pas juste vous, l'ensemble des personnes qui débutent, on a tendance à aller au-delà d'une règle fondamentale de money management, qui est qui est la suivante. Je m'excuse pour ma voix, hein, j'ai pas vraiment une belle voix, je suis encore enrhumé. Alors, on s'en sort pas avec notre climat québécois. Donc, vous voyez ici, bon, là j'ai le 1 minute, mais peu importe le time frame, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi qu'est-ce que vous voyez à l'écran.
J'imagine que vous voyez le graphique, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voyez sur le graphique? Alors, on va vous faire participer un petit peu. L'image de Pink Floyd. Voilà. OK, alors je n'ai pas la bonne image. Je vais ramener la bonne image. Voilà. Vous voyez le graphique maintenant? Yes. Excellent. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur le graphique? Alors, mon punch est un peu mal tourné. Ouais, c'est mieux, Frédéric. Alors, voilà le punch de mon entrée en matière aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez sur le graphique qui vous saute aux yeux? Alors, j'attends vos réponses. Hey, vous cherchez. Soit vous n'êtes pas là, soit vous cherchez et vous vous demandez, alors regardez pas trop loin. Hausse partout, ouais, effectivement. Alors, si on regarde autre chose que les chandeliers et que les prix, qu'est-ce que vous voyez sur le graphe? Bon, vous êtes supposé de voir une erreur monumentale. Je vais agrandir le graphique si ça peut vous aider. Oui, c'est ça, Laurence. Je vois trop de choses, ça m'embrouille. Alors, j'ai mis juste un graphique plutôt que tous les graphiques pour vous aider. Vous voyez quoi? Alors, on prend le temps, c'est important. Beaucoup de positions, nous dit Eric. Laurence pose la question overtrading. Christian dit hausse partout. Effectivement, c'est haussier partout. Vous voyez des flèches rouges. Alors, la bonne réponse, c'est beaucoup trop de positions. Et regardez attentivement, puis je voulais ouvrir aujourd'hui absolument avec cette erreur. Je l'ai fait, en fait, depuis 1 heure avant le webinaire. J'ai commencé à vendre l'euro USD. D'accord? Et je n'ai pas pris simplement un short. Mon premier short, attendez, il était quelque part ici. D'accord? Alors, vous allez me dire, pourquoi tu as vendu alors que ça monte? Question existentielle déjà au départ. J'avais cru voir un rebond, et regardez bien. Moi, j'ai commencé à shorter ici, dans ce coin-là. Pourquoi? Parce que je voyais un double sommet. La tendance était baissière. J'avais donc un biais plutôt baissier sur l'euro US en petit time frame et j'ai commencé à vendre. Est-ce que l'erreur a été de vendre ici? La réponse devrait être non. C'était stratégiquement, théoriquement plausible que sur ces niveaux, il y a un repli. En fait, on en a eu un, mais pas très, c'était pas suffisant, donc je n'avais pas coupé la position ici. L'erreur ici n'est pas d'avoir ouvert une position. Il y a quelques erreurs. Première erreur, ne pas avoir mis de stop ou ne pas avoir stoppé la position, alors que je voyais que forcément, ça n'allait pas baisser. Au contraire, ça montait. D'ailleurs, on a une moyenne mobile 50 périodes en 1 minute qui était haussière. Et les prix au-dessus, sauf ici, un tout petit peu. Alors, les erreurs, et je les ai fait intentionnellement. En fait, j'espérais honnêtement que ça continue de monter avant mon webinaire. C'est vraiment le résultat parfait que je voulais vous montrer en termes d'erreurs. C'est que le problème des traders, c'est d'ouvrir des positions alors qu'une position est déjà ouverte en négatif. Alors ici, à ma vente, je vais agrandir un petit peu. J'ai juste ramené mon chat. Parfait. Salut Michael. Excellent. Donc, tu n'arrives pas trop tard. Ouais, l'erreur, c'est de continuer à prendre des trades, Christian, exactement. Et non seulement ça, donc première erreur, ne pas avoir stoppé la position, hein, donc d'avoir continué de croire que ça allait baisser alors que ça montait. Quand on le voit comme ça, honnêtement, je suis certain que vous allez vous dire, mais c'est une évidence que ça allait continuer de monter et tu aurais dû couper, Eric. Ouais, mais c'est pas si évident que ça puisque plusieurs personnes font quand même cette erreur. D'accord? Donc, vendre ici n'était pas un problème. Le problème était de ne pas couper la position lorsqu'on a eu un plus haut. Première erreur. Deuxième erreur, non seulement je n'ai pas coupé la position en perte, mais malgré que j'avais des positions en perte, j'ai continué d'ouvrir des trades à la vente. Ici, 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 ici. Un peu plus haut, sur ces niveaux ici, et encore récemment. Bien sûr qu'évidemment, à un moment donné, je vais en avoir un en gain. Mais regardez, moins 412 $.
Évidemment, j'ai un compte de 4500. Ici, on a 10% de perte sur capital. Selon vous, une fois qu'on arrive pris dans ce piège, parce que ce piège intentionnellement que je vous présente aujourd'hui, c'est pas pour rien, je vous l'aurais dit pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous présente un piège qui est parmi les pièges que je vois le plus souvent les gens de la communauté tomber dedans. Alors, voilà, vous l'avez en mille ici, le piège. Forcément, à un moment donné, je viens d'avoir une en gain, je n'ai une petite ici, bah, je peux prendre $1, je la coupe. Mais entre vous et moi, une fois qu'on est rendu dans cette situation, ce que plusieurs traders se retrouvent, donc, on fait quoi? Sur du M5, ça aurait été bien le temps de sortir avec du gain. Ouais, effectivement, mais volontairement, Michael, j'ai pas pris les gains ici, entre autres. Bon, parce que je voulais être gourmand et je voulais aller, en fait, mon take profit était ici. D'accord? J'allais chercher le dernier, le récent plus bas. C'était le plan initial, d'accord? Qui s'est retourné contre moi. Et c'est ici que j'ai fait exprès de garder la position pour vous montrer aujourd'hui cette erreur. D'accord? Ouais, Michael. Donc, première règle à vous mettre en place de grâce. Et là, je vous dis deux choses avant de commencer mon webinaire sur le scalping. Et je termine avec ceci. Donc, les deux choses. Première chose, il faut avoir un money management. C'est super important pour réussir. Et deuxième chose, il faut se donner des règles et les respecter. Moi, j'ai une règle et c'est pas facile à respecter. C'est que si j'ai une position d'ouverte comme ici, à défaut de l'avoir coupé, à la limite, si je l'avais conservé, d'accord, mais j'aurais jamais ouvert d'autres positions à la vente tant que celle-ci était en négatif. Alors, ça va vous éviter de décupler vos risques. Ça s'appelle une martingale de faire cette stratégie, ou en tout cas, c'est pas loin d'une martingale. Hein. Le principe de la martingale, c'est que je suis en perte, je double et je revends à nouveau. Je suis à nouveau en perte, je redouble mon montant et je revends à nouveau. Question d'arriver à break-even. C'est vraiment à éviter en trading. D'accord? Alors, ceci étant dit, je vais couper toutes les positions. Évidemment, je suis dans une plateforme démo, alors pas d'inquiétude. J'aurais perdu 400 quelques dollars sur cette plateforme démo. Je vais couper toutes les positions latentes et on va démarrer le webinaire d'aujourd'hui. Avez-vous des questions là-dessus ou des commentaires sur ce que je viens de vous parler? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Est-ce que vous arrivez à respecter mieux vos règles? Peut-être prendre une minute pour me répondre, s'il vous plaît. Toujours apprécier vos réponses. Alors, j'ai deux questions en une, je les répète. Est-ce que vous respectez de plus en plus vos règles? Oui ou non? On va régler ça comme ça. Et si vous hedgez, ouais, dire, je reviens sur le hedging. Maintenant, oui, Eric, super, ça va, Michael, je prends dans le sens de la tendance. Oui, effectivement, c'est déjà un bon point. Sauf rejet de niveau. D'accord. Léontine, oui, super. Christian, oui, parfait, merci. Michael, tu dis, je prends dans le sens de la tendance. Ouais, comme je dis, déjà, c'est un très bon point, mais sur Euro-USD, la tendance, quelle est-elle? Et on parle de quel time frame, Michael? Frédéric dit oui, car avant, c'était tout moi. Ouais, d'accord. Alors, c'est une bonne chose que ça ait changé, Frédéric. Michael, ouais, haussier. Dans quel time frame? M5. D'accord. On va aller voir le M5. Parfait. Alors, Michael nous dit en M5, je suis en tendance haussière. Si on dézoome pour regarder un petit peu, on ne peut pas nier. D'accord? Alors, déjà, une chose avant de commencer le scalping, clarifions la question de la tendance. Et je fais un retour sur le récent webinaire de juste avant Noël, d'accord? Où je vous expliquais qu'il faut suivre la tendance. Mais je vous avais parlé d'un time frame spécifique pour suivre la tendance, donc c'est vraiment important. Ici, en réalité, sur le M5, d'accord?
nous ne sommes plus dans une tendance, Michael, nous sommes dans un range qui suit une tendance haussière. D'accord? Alors, on a eu une jambe de hausse. Maintenant, on est dans une consolidation latérale qu'on peut facilement détecter de cette façon. D'accord? Donc, on a un petit canal baissier à l'intérieur d'une tendance de fond haussière. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on doit attendre, si on veut, si on pense que c'est haussier, on devait acheter les points bas. Et si on pense que c'est plutôt un début de baisse, on va plutôt shorter les niveaux actuels. En scalping, ce que je vous avais dit à la récente vidéo, c'était de démarrer l'analyse sur le daily. Sur le daily, la tendance, elle est clairement haussière. Donc, si on dézoome, plus loin, vous allez me dire, on est dans une baisse, mais à un moment donné, il faut une limite. Quand on est sur du daily, on va aller regarder plutôt la tendance sur un an. Sur un an, on est haussier. Donc, nous commençons notre séance de scalping. Évidemment, à l'heure qu'il est, je ne crois pas qu'on va scalper beaucoup aujourd'hui, mais on va se donner des stratégies de scalping. Et la première étape, au-delà du money management, vous devez avoir un biais. Alors, la première question avant de commencer votre séance de scalping, est-ce que j'ai un biais? Donc, est-ce que le biais, il est haussier ou baissier? Donc, est-ce que je suis plutôt acheteur ou vendeur? Dans certains cas, et c'était le cas lors du jour du webinaire de la première partie, nous étions à la fois haussier et baissier dans notre biais puisque nous avions détecté qu'en daily, nous étions plutôt dans un range. Donc, on pouvait autant acheter que vendre à l'intérieur de la séance en scalping. Alors que lorsque nous sommes vraiment engagés à l'intérieur d'une tendance, comme c'est le cas sur l'euro-USD, eh bien, forcément, on devait avoir un biais plutôt haussier sur la séance. D'accord? Alors, c'était, si on avait eu un biais baissier sur la séance d'aujourd'hui sur l'euro-US, nous aurions été à contre-tendance. Et probablement que certains d'entre vous, vous allez me dire, ouais, mais aujourd'hui, l'euro-USD a bien baissé. Hein? Si on regarde en H1, et qu'on regarde la séance d'aujourd'hui, donc qui aurait débuté quelque part par ici, d'accord? Eh bien, la séance est plutôt neutre. Hein? On a fait une jambe baissière et on est allé dans les 4-5 dernières heures dans la séance américaine. Nous avons retracé la totalité de la baisse. Bon, alors, au final, la séance du jour, elle a été neutre. On est à peu près au niveau de l'ouverture. Si on regarde en daily, on devrait avoir une bougie, voilà, qu'on voit bien ici. Hein, donc, une bougie qui est ni haussière ni baissière, qui est plutôt une bougie d'indécision en daily. Alors, pas de plus haut, on n'a pas de plus bas, et on a une mèche. Donc, ce qu'on voit à ce moment-ci, c'est que ben, forcément, la tendance est toujours haussière. Alors, à l'intérieur de notre séance, juste remettre, voilà, comme ceci. Alors, je ramène le graphique. Vous voyez graphique M1, M5, M15, H1, H4, daily. Je vous rappelle que je vous avais proposé de travailler sur un seul actif à la fois, en l'occurrence l'euro-USD. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, retourner sur la première partie de la vidéo. Et on avait dit qu'on travaillait sur plusieurs unités de temps. Alors ici, je travaille principalement sur 4 unités de temps, le M1, M5, M15 et H1. Et je garde en visuel le H4 et le daily qui sont mes mouvements primaires. Alors, pour ceux qui ont manqué les premières leçons gratuites sur la communauté, je vous rappelle qu'on travaille en fonction de la théorie de dos qui spécule, pas spécule, mais stipule, excusez-moi, c'est une déformation professionnelle, mais qui stipule que, bon, en fait, les tendances se décomposent en 3 paliers. Alors, le mouvement primaire, le mouvement secondaire et le mouvement tertiaire. Donc, chacun des types de mouvements réfère à une unité de temps. Donc, le mouvement primaire, en scalping,
personnellement, mon mouvement primaire, il est daily H4. Donc, je regarde ces deux unités de temps comme étant la tendance de fond dominante. Ensuite, M15 et H1 servent d'unité de temps médian, disons, donc la tendance secondaire. Et M1 et M5 me servent de tendance tertiaire. Alors, qu'est-ce que je cherche en faisant du scalping? Eh bien, je cherche une convergence au niveau des timings d'intervention. Alors, par exemple, aujourd'hui, j'étais haussier, un biais haussier, je cherchais que des achats. Et comme je cherchais que des achats, et là, je vous parle dans la vraie vie de mon scalping et non pas dans ce que vous aviez sur les graphiques au départ. D'accord? Donc, je regarde, si je refais un retour sur la séance, sur le H1, eh bien, j'avais eu quelques opportunités aujourd'hui d'achat qui étaient sur la zone des 1,2230, 1,2195. D'accord? Donc, dans ce secteur-ci, si je prends le H1, mon timing d'intervention, on le regarde avec du recul, après ça, on va se donner des stratégies. Qu'est-ce que je cherche? Forme, ellipse. Donc, voilà, dans tout ce segment ici, bon, alors là, j'essaie de déplacer mon, mon ellipse avec peu de succès. Bref, vous avez saisi. Donc, ce segment ici devenait mon timing d'intervention à l'achat. D'accord? C'est dire que dans la séance au complet, il n'y a pas eu énormément de moments où j'avais un bon timing d'achat. Alors, si j'avais fait la séance avec vous, d'abord au niveau stratégie de trading, celle que je préconise dans mon trading et celle que je vous suggère, c'est pas très compliqué, c'est la théorie de dos. Alors, on revient encore avec la théorie de dos. Je vais prendre le 5 minutes. Je vais zoomer un petit peu. Alors, vous voyez la zone dont je vous parlais tout à l'heure avec l'ellipse en H1, bien, on les retrouve ici. D'accord? Donc, cette zone, cette zone, cette zone ici et cette zone ici. Donc, si on regarde en 5 minutes, nous avons eu quelque part comme 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points bas pertinents qui donnaient des signaux de reprise haussière. Alors, vous avez compris que le vrai bon signal aura été celui-ci, mais on ne pouvait pas le savoir. Alors, j'aurais acheté ici et j'aurais pris ces gains. J'aurais acheté ici. Je vais juste agrandir un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, j'aurais acheté certainement ici, point bas. J'aurais pris cette petite montée. J'aurais acheté ici. J'aurais probablement racheté encore ici. Il y avait une espèce de range. Donc, comme j'étais acheteur pour ma séance, un range se forme à l'intérieur de la séance, juste ici, comme ceci. Alors, je vais acheter le bas des ranges. Je vais changer la couleur, qu'on voit bien. Excusez, j'ai perdu un peu la main. Voilà, on va mettre ça comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà, donc vous voyez, je suis dans le point bas, je suis vers le bas de ma séance. Je ne sais pas si on va aller un peu plus bas, ça a été le cas finalement, mais j'ai un range qui se forme à l'intérieur de la séance. Je vais acheter les bas de range. J'aurais probablement acheté ici et je me serais fait coincer sur cette descente. C'est là l'importance d'avoir un stop. D'accord? Donc, si vous avez un money management qui respecte votre pourcentage de perte, en l'occurrence, ici, je travaille avec un compte de 4000, donc j'ai droit de perdre 40 dollars. Alors, si je travaille en 0,1, donc à 1 dollar le pip, je peux mettre 40 pips de stop. Alors, ici, 1,22,18.
et le point bas était 1,2200. Donc, j'avais 18 pips ici de perte. Je n'aurais pas été stoppé et ça remontait et j'allais prendre mon gain un peu plus haut. Alors, quelle est la stratégie avec dos en scalping? Alors, je récapitule. D'abord, j'ai un biais. Mon biais était haussier. On commence la séance. On va se donner un repère où on était au début de la séance. On était quelque part comme ici. C'est du 5 minutes. 21 heures. Il y a 12 heures. Quelque part comme ça. D'accord? Dans ce coin-ci. Bon, alors, si on est ici et je commence ma séance de scalping, nous sommes ici. Je vois que c'est baissier. J'ai une opportunité de vente. Est-ce que je vends? Personnellement, je ne vends pas parce que mon biais, il est haussier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre un point bas et c'est là que l'utilisation de mes indicateurs seront utiles. Alors, le principe, c'est d'acheter des points bas. Et en espérant que, bon, en achetant le point bas, ça ne va pas aller plus bas. Parce que vous savez bien que personne ne peut savoir jamais à quel endroit les prix vont se diriger. En cherchant d'acheter des points bas, eh bien, vous êtes sûr d'avoir un meilleur ratio risque-rendement. Puisqu'évidemment, si vous achetez ici, convaincu que ça va monter, et que vous vous tapez cette baisse, eh bien, c'est peine perdue, vous avez acheté trop haut. Et c'est là que les indicateurs vont nous être utiles. Alors, je vais vous parler un peu des indicateurs. Donc, vous avez compris le principe. Je vais juste le dessiner ici. Donc, théorie de dos. Ici, nous sommes dans une tendance haussière. Donc, dans une tendance haussière, qu'est-ce qui arrive? Vous le savez, il y a une jambe de hausse, il y a une jambe de baisse, il y a une autre jambe de hausse, suivie d'une autre jambe de baisse. Et généralement, les mouvements vont se dérouler comme ça en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Parfois, et ce sont les corrections vont se dérouler généralement en 3 temps. D'accord? Donc, les tendances se déroulent généralement en 5 temps. Je dis bien généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très, très souvent le cas. Et les corrections se déroulent en 3 temps. En langage de trading, on va parler de la phase 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e morceau, c'est le top ici. Alors qu'en correction, on va parler de A, B, C. D'accord? Et dans ce cas-ci, D. Bon, alors, maintenant que cette petite nuance de dos, vous me posez des questions. Hein? Si vous en avez en cours de route, vous ne vous gênez pas. On est en live, ce n'est pas pour rien. Pourtant, on a une consolidation baissière, nous dit Christian. Tu parles ici, évidemment. Consolidation baissière, j'imagine que c'est de ça dont tu fais référence. Exactement, Christian. Pardon. Exactement. On est dans un canal baissier, Christian, et c'est ça qui n'est pas facile à capturer, ou à apprendre et à maîtriser pour les débutants. Il faut que vous compreniez bien le marché. C'est pour ça qu'on ne peut pas regarder juste un time frame. Alors, Christian, voilà, pour ça que je l'ai dézoomé, pour qu'on le voit bien ce que tu veux exprimer. Tu veux parler qu'on est dans un canal baissier, donc tu dis, alors, Eric, tu es dans un canal baissier, pourquoi tu cherches à acheter? À cause de ma tendance primaire, Christian. Ah, je n'ai pas fait la bonne chose. Excusez, ça gèle quand je change d'unité de temps. Je vais aller ici. Parce que, Christian, on a déterminé que notre tendance primaire, elle est haussière. En daily. D'accord? Et c'est pour ça que vous devez, je vous avais parlé dans le dernier webinaire, je vous avais parlé d'avoir une vision en 3D. Et c'est vraiment important. Donc, comme nous avons ici un biais haussier, puisque notre mouvement primaire, il est très haussier, je cherche des achats. Et je sais que dans cette hausse daily, vous aurez certainement des jambes de baisse H1 et M15 et M5.
et M1, et etc. Mais toutes ces jambes de baisse vous donnent autant d'opportunités d'achat plutôt que de vendre. Parce que l'erreur, Christian et tout le monde, que les gens vont faire, elle repose exactement sur cet élément dont je suis en train de vous parler. Énormément de gens dans un canal baissier comme celui qu'on a vu tout à l'heure, ils auraient ici shorté. Mais oui, on est dans un canal baissier, alors on va vendre. Alors, au mieux, il aurait été pertinent de vendre sur les niveaux actuels, si on pense que ça va baisser. Mais je ne pense pas que ça va baisser, Christian. J'ai un biais haussier. Alors, c'est la raison pour laquelle, dépendamment des unités de temps, vous devez en fait choisir vos unités de temps. Et quand on fait du scalping, évidemment, on travaille en 1 minute et 5 minutes. Alors, vous devez comprendre ceci, cette histoire de poupée russe, des tendances qui s'emboîtent à l'intérieur des unes des autres, selon les unités de temps. Donc, ça nous prend un plan. Si vous n'avez pas de plan, vous allez trader par impulsion, les amis. Par exemple, si vous n'avez pas de plan, on voit ça ici, plusieurs personnes vendraient la zone actuelle. Ben oui, ça descend. En 1 minute, ça descend. On le voit. Est-ce qu'on peut le mettre plus clair? Voilà. Ben, plusieurs personnes aimeraient vendre ici, là. C'est rouge. C'est rouge. MACD rouge, tout descend. Ben ouais, mais shortons. Mais pourquoi on ne vend pas? Mais je ne vends pas parce que je suis dans une tendance haussière. Et ben voilà, mais c'est simple. Mais je ne peux pas vendre une tendance haussière au même titre que je ne peux pas acheter une tendance baissière. Ben, en fait, si vous le faites, on peut le faire, mais je me donne pas le droit de le faire. Alors, c'est différent. Alors, je me donne pas le droit de travailler à contre-tendance en scalping. Ben voilà, c'est simple. Donc, si j'ouvre ma plateforme aujourd'hui, je suis dans un biais haussier, je veux acheter de l'euro USD, je le regarde dans 1 minute et je vois ceci, ben, je passe mon tour, je vais prendre une marche, je vais me faire à manger, je vais préparer une soupe, une petite sauce bolognaise et ben, je reviendrai quand les prix seront plus bas. Vous savez, on doit gérer comme des on doit gérer comme des bons pères de famille. Et il faut être patient. Cette idée en scalping, et c'est ça la gaffe du scalping, ben, une fois que j'ai les yeux ouverts, rivés sur mon écran, ben, je veux trader, je veux pas perdre mon temps. Alors, euh, ben, je vais saisir les opportunités. Ben, et là, il y en a une à la vente. Regarde, il a fait une bougie bleue, il a refait une rouge. Ben, vendons ensemble. Je suis en démo. Ah, je fais n'importe quoi. D'accord? On s'amuse. Faites pas ce que je fais. Ben, on va voir où va nous mener cette chandelle. Et vous allez voir, peut-être que je vais le gagner, ce trade. Mais si je le gagne, c'est de la chance. Ce n'est pas de la stratégie ni de la technique. Et c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. Je peux gagner ce trade. D'accord? Mais si je le gagne, c'est de la chance. Alors que si je laisse les prix descendre à quelque part comme 22,51, ben, je dis ça comme ça, mais je n'ai pas regardé les autres time frames. 22,51, ça me donne quoi, 22,51? Ça me donne quoi, 22,51? Ouais, j'aime pas ça. Mais vous voyez ici, là, la moyenne mobile 20, elle est à 1,2241. Euh, des rebonds sur moyenne mobile, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser en scalping, particulièrement la moyenne mobile 50 et la 20. Vous avez ici la moyenne mobile 7 en rouge, vous avez la 20 en vert et vous avez la 50 en bleu. D'accord? Ce ne sont pas des moyennes exponentielles, ce sont des moyennes simples. Bon, alors, moi, je trouve ça beau quand même quand je regarde en 15 minutes. Je trouve beau, moi, cette zone ici des 1,22,33 et 1,22,41. Ouais, ça nous amène près du dernier creux. On est sur les moyennes mobiles. Si je me trace un fibo du dernier point bas jusqu'ici,
là, on ne voit rien. Je vais le mettre dans un en noir. On ne voit encore rien. Ah, excusez, j'ai été mettre l'écran blanc pour que vous voyez mieux. Voilà. Superbe. Alors, ben, en plus, cette zone ici, d'accord, elle correspond aux 50% et 61,8% de Fibonacci de toute cette zone de hausse. Moi, je ne sais pas pour vous comment vous travaillez, mais moi, je trouve ça très, très, très mignon. D'accord? Donc, si j'étais, ben là, il est tard, mais si j'étais au début de ma séance de trading, je sais que je suis un acheteur d'euros USD. Je vois que bon, c'est déjà très haut, il est un peu tard pour acheter. Ben, je fais rien, les amis. Moi, je cherche à quel endroit je pourrais bien logiquement acheter. Alors, je fais une petite analyse, rapidos, à l'intérieur de mon biais. Je cible cette zone. Et ben voilà, donc, moi, je laisse ça en plan comme ça. Et je remets mes fenêtres en mosaïque. Et là, vous voyez, je partirai à l'instant à mes fourneaux ou avec les enfants ou bref, faire quoi, n'importe quoi. Et dans une heure, je reviendrai voir. Ben ouais, je reviendrai voir. Et si dans une heure, les prix sont à peu près au même endroit, bon, ben, c'est mort, il n'y a y a rien à foutre. Ben, je vais aller faire autre chose. Ou je vais aller voir d'autres graphiques, évidemment. Vous pouvez toujours faire ça. Mais si je reviens dans une heure et que je vois que bah, les prix ont descendu et bah, on s'en va en direction de ma zone, ben là, ça devient intéressant. Alors, comme vous ne pouvez pas contrôler le marché, les amis, comme ce n'est pas vous qui contrôlez, c'est les market makers, vous n'avez aucun pouvoir sur eux, ben, tout ce qu'il vous reste, c'est de décider les prix que vous êtes prêt à payer. Parce que autrement, c'est comme si je vous envoie dans un marchand de tomates, OK? Et ben, vous regardez les tomates et vous dites, ben ouais, elle est jolie, la tomate. Et là, le vendeur vous dit, voilà, la tomate, elle est 1,44 la livre, le kilo. Bon, ouais, bon, d'accord. OK, prix intéressant, 1,44. Mais le vendeur vous dit, ça se peut que dans une heure, tu aies ton kilo de tomates à 1,23. Je sais pas, moi, vous faites quoi? Ouais, moi, j'attends une heure. Ah, mais le vendeur a oublié d'ajouter, ouais, mais ça se pourrait que dans une heure, par contre, le kilo de tomates soit à 1,60 $. OK, d'accord. Alors là, vous réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Dites-moi qu'est-ce que vous allez dire. D'accord? Vous voulez acheter des tomates, mais vous n'en avez pas absolument besoin. Il en reste dans votre frigo. D'accord? Vous n'êtes pas pressé d'acheter des tomates. Et là, je vous dis, voilà, elles sont 1,44. Dans une heure, elles pourraient être 1,60 comme elles pourraient être à 1,23. Mais vous faites quoi? En tout cas, moi, personnellement, comme ce n'est pas un besoin vital, je vais attendre mon prix. Bon, et puis si dans une heure, c'est rendu à 1,60 et que les prix ne baissent pas, au contraire, ils montent, ben basta, j'achète pas de tomates aujourd'hui. On verra demain. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et je vous fais une allusion relativement simple. Euh, et je voudrais pas que vous vous qu'on sente que j'infantilise, d'accord, en utilisant quelque chose de banal comme ça, mais c'est vraiment pour illustrer la base même du trading. Qu'on fasse du scalping ou du swing, c'est la même chose. Michael, on faut acheter quand il est pas cher. Ben oui, il faut l'acheter quand il est pas cher, puis il faut surtout le vendre quand il est cher. Et c'est comme ça qu'on gère un restaurant. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on gère tout, Michael. On gère certainement un restaurant. Si ton restaurant, tu commences à t'en foutre des quelques sous le kilo, sur le coup, ça ne paraîtra pas sur ton portefeuille, mais tu sais très bien qu'à la fin de l'année, tu risques d'avoir plus de difficultés à prendre des bénéfices. Euh, bon, vous voyez, là, maintenant, ça l'a baissé. Alors, vous voyez, en une minute, ben, on l'a eu le trade. Regardez, 6,87 $. Ben, je vais le clôturer. D'accord? Alors là, voilà, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Et, j'aurais dû pas le clôturer tout de suite, qu'on le voit encore. Mais bref, vous l'avez vu. Je vais retourner en une minute.
Alors, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais qu'il arrive. Donc, voilà, et vous allez dire, ben voilà, tu l'as eu ton trade, Eric. Alors, on vient de voir on vient de faire la démonstration qu'on peut vendre, même si la tendance est là haussière. Ben, vous savez, moi, je ne vous ai jamais dit le contraire. Vous allez gagner parfois en vendant dans une tendance haussière. Mais vous êtes beaucoup plus à risque et vous le savez, à ce que ça continue la hausse. Un peu comme on avait vu tout à l'heure quand j'ai commencé le webinaire et que j'avais plein de positions à la vente. Quand ça commence à monter, les amis, et que ça ne veut pas descendre, vous le savez, c'est très difficile. On va parler des indicateurs pour illustrer tout ça. Ah, Michael dit, c'est vrai, je suis gestionnaire, chef cuistot. Ouais, mais voilà, exactement. Et il faut gérer finalement le trading, notre capital en trading, de la même façon qu'on gérerait un commerce. Chaque dollar fait la différence à la fin de l'année. Bon, alors, je vous parle des indicateurs pour terminer aujourd'hui sur les stratégies. Donc, je reviens. La stratégie, c'est d'utiliser DO. Donc, on cible un biais et si mon biais il est haussier, je cherche à acheter des creux. D'accord? Base. Tout simplement la base. Je le mets ici, comme ceci. J'ai vraiment de la difficulté avec ma dextérité. Voilà. J'achète ici. Comment je fais, et c'est ce qu'on va regarder, comment je fais pour savoir qu'il est temps de clôturer ma position ou de l'ouvrir? Donc, on va discuter des points d'entrée, points de sortie. D'abord, sachez qu'en scalping, je surveille très attentivement la moyenne mobile 50. Avec la moyenne mobile 20, en fait, le principe est assez simple. C'est très, très simple, en fait. C'est élémentaire même. Lorsque la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50, nous sommes dans une tendance haussière. Dans le time frame qu'on regarde. D'accord? Donc, ici, en 1 minute, je suis donc dans une tendance haussière. On l'avait tous vu. Comme j'avais un biais haussier, alors ça, c'est intéressant parce que en 1 minute, les amis, j'aurais acheté tout ce qui s'approche de la moyenne mobile 50. D'accord? J'ai ici un ellipse. Regardez. J'aurais acheté probablement cette zone ici. J'aurais acheté probablement cette zone ici. Et là, je pourrais faire ça sans aucun indicateur. D'accord? Je les enlève, juste pour vous illustrer. Juste avec la stratégie des moyennes mobiles, stratégie de base, d'accord? J'achète les points bas. Donc, vous voyez ici la théorie de dos que je vous ai illustrée. C'est la même chose ici. Regardez, j'ai eu un point haut, une jambe de hausse. Ici, j'ai une jambe de baisse. La jambe de baisse m'amène près de ma moyenne mobile. Je repars acheteur. D'accord? Et regardez, qu'est-ce que j'ai ensuite? Une jambe de hausse. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une petite baisse. La baisse s'approche de la moyenne mobile 50. On est sur la bande de Bollinger. J'ai un point d'entrée à l'achat. Ici, j'aurai un point d'entrée à l'achat. Bon, alors, on va s'amuser. Je vais le prendre. Ouais, là, je ne comprends pas. La plateforme est gelée. Les prix ne bougent plus, donc je ne peux pas. Voilà. Alors, ben, j'ai acheté. J'ai un point d'entrée. Dans cette stratégie, si je continue, d'accord, je fais ça ici, j'avais un point d'entrée. Et ici, j'ai donc un point d'entrée dans cette zone. Alors là, tous ceux que j'ai marqués sur le graphique ont fonctionné. Est-ce de la chance ou de la technique? C'est de la technique. Ce n'est pas de la chance. Ben, effectivement, il y a toujours un peu de chance. Mais c'est d'abord et avant tout de la technique. Regardez, à quoi ça sert maintenant? J'ai un biais haussier. Je suis dans mon petit time frame 1 minute. Je m'aperçois que ma moyenne mobile 20 en rouge est au-dessus de la moyenne mobile 50 en bleu.
À partir de ce moment, je cherche des creux en 1 minute et je vais acheter mes creux en 1 minute. Ben, certains préféreront acheter les creux 5 minutes. Si je l'agrandis un petit peu, on ne l'a pas eu. Vous voyez ici, la moyenne mobile en rouge, 5 minutes. En 5 minutes, elle est passée au-dessus de la 50 ici et on ne s'est plus jamais approché de la 50 toute la séance. Bon, vous voyez, donc, si on avait travaillé en 5 minutes, on n'aurait pas eu de point d'entrée. Je vous avais parlé qu'en scalping, moi, je travaille pour aller chercher du 2 pips. Un pip, ça me satisfait avec EURUSD. Avec la commission, je suis encore en gain. 3 pips, 4 pips, c'est pas mal le maximum de ce que je vise en scalping. 5 pips lorsqu'il y a beaucoup de volatilité. D'accord? Maintenant, je vais ramener ce graphe. Vous voyez, justement, c'est intéressant parce qu'il traverse la zone des 20. Donc, ça, justement, c'est ce que je voulais vous expliquer. Comment on gère cette situation. Alors, vous voyez donc, on repart de notre biais haussier. Je travaille en 1 minute. J'achète les creux près de la moyenne mobile. Tant que la moyenne mobile 50 est au-dessus, alouette, j'achète. J'ai donc acheté encore une fois ici ce niveau. Ça a fonctionné 1 fois, 2 fois, 3 fois, sans aucune embûche. Vous voyez, stop très court. Hein? J'aurais pu mettre un stop à 7 ou 8 pips, juste en dessous de cette dernière bougie. À chaque fois, j'étais en gain, d'accord, avec aucune perte. Ici, même chose, donc, où on placerait le stop, moi, personnellement, je vais placer mon stop juste en dessous de la moyenne mobile. Donc, d'habitude, il est tracé d'avance, là, il ne l'était pas, donc, juste le rentrer tout de suite, parce qu'évidemment, on travaille toujours avec nos stop-loss. Donc, 1.227 0. Voilà, 692. Voilà. Alors, j'ai un stop. Je risque donc sur ce trade, je suis rentré en 0,3. J'ai une perte potentielle de 11,40 qui va représenter 0,25 de tout mon capital. Donc, déjà, en entrant ce trade, je sais que le risque que je prends, première importance, le risque que je prends respecte mon money management. Ben, je pourrais aller jusqu'à 40 $. Donc, je pourrais aller jusqu'à ici. D'accord? Mais j'aime couper rapidement mes trades. Donc, je le place tout de suite sous la Bollinger et les derniers plus bas. Voilà, donc, je vais mettre mon TP à 2 pips. 1,2275. Bon, alors là, je la rentre manuelle, perte de temps. D'habitude, il est ici là, dans ma fenêtre dont je me sers pour entrer directement sur le marché. D'habitude, je vais tout de suite placer, par exemple, mon stop. Je vous rappelle qu'il faut mettre un 0 de plus. Donc, si je veux 10 pips de stop, je mets 100. Comme TP, je veux 2 pips, je mets 20 avec un trade en 0,03. Donc, à partir de maintenant, chaque fois que je vais cliquer acheter ou vendre, il va m'ouvrir une position en 0,03 avec un TP à 2 pips et un stop à 10 pips. Alors, une fois que c'est rentré, tout est seté, je peux le déplacer comme bon me semble. D'accord? Évidemment, je vais déplacer le TP, mais je ne vais pas déplacer le stop loss, sauf un peu plus haut. Donc, je peux le déplacer. Et ça, c'est ma règle. Une de mes règles, c'est qu'une fois que j'ai placé un stop, c'est parce que j'ai analysé que c'est mon point de non-retour. Que je me trompe ou que je ne me trompe pas, ça va stopper là, c'est tout. Je ne vais jamais le mettre plus bas. Par contre, je peux le faire suivre. Donc, je peux réduire mon stop et décider de le mettre plus proche du point d'entrée. D'accord? Donc, ça, je me permets ces choses-là, mais je ne vais pas me permettre de le mettre plus bas. Alors là, on est tout près d'être exécuté. Alors, comment on gère? Je reviens avec ça ici. Alors, ça a fonctionné 3 fois. La 4e fois, ça semble pas fonctionner. Comment on le gère? Ben, c'est simple. On le gère avec un stop court.
Et c'est là l'avantage, parce que si j'avais acheté plutôt qu'acheter près de la moyenne mobile, si j'avais fait comme plusieurs traders et que j'avais acheté plutôt ici, un 22,79 ou ici, un 22,80, bref, si j'avais acheté dans des points hauts, parce que ça montait et que je ne voulais pas que le train parte sans moi, je serais actuellement déjà à 10 pips de perte. Donc, à 30 de perte sur mon 40 possible. Donc, vous voyez comment maintenant j'ai du jeu. Bon, là, j'ai été stoppé, mais vous voyez que ça m'entraîne une perte minimale. Et donc, j'abandonne. La moyenne mobile rouge passe sous la moyenne mobile 50. On est plutôt en train de passer baissier. Comme j'ai un biais haussier, je ne vais pas vendre cette zone, mais si j'avais un biais baissier sur mon mouvement primaire, daily, sachez donc que cette zone, juste ici, deviendrait une zone d'entrée à la vente. Si je cherchais des ventes sur cet actif d'euro US, eh bien, je chercherais dans ce niveau. Et si je l'extensionne et je l'amène jusqu'à la Bollinger, qui m'emmène au dernier plus haut ici, voilà ma zone de short. D'accord? Maintenant, j'ai un biais haussier, donc je veux acheter. Je ne peux plus acheter, on n'est plus en tendance haussière en 1 minute. Donc, j'abandonne le 1 minute. Je vais aller voir mon 5 minutes. Je vois qu'on est encore loin. Alors, je n'ai pas un bon niveau d'entrée en position à l'achat. J'abandonne pour tout de suite mes achats sur l'euro US. Voilà la façon dont je vais travailler. Maintenant, euh, si j'achète maintenant, est-ce que c'est possible que je gagne le trade? Oui, bien sûr. Les prix peuvent aller rechercher la moyenne mobile 20. Mais je n'ai pas de garantie. D'accord? Ce n'est pas un hyper bon timing selon mes standards. Peut-être que selon votre standard, ça n'en sera un. C'est bien correct. Peut-être qu'il va monter. Ça ne serait pas surprenant. C'est plutôt aussi. D'accord? Donc, j'enlève le rectangle ici. Je ne vais pas vous induire en erreur. Je ne suis pas baissier, je suis haussier. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je vais juste aller retourner dans le chat. Ça fait déjà presque 1 heure que je parle. Michael, en M5, j'ai la 12 période avec la 100 période. Je dois y aller pas mal. Là, attendez, je dois y aller pas mal la 20 période. Je vais la remettre. OK. Ouais, j'ai pas compris ta dernière phrase, Michael. Si je comprends, tu es parti ou tu dois y aller. Bref. Ouais, il y a toutes sortes de combinaisons, Michael, et tout le monde, là. Il y en a qui. Moi, j'utilise les classiques périodes de moyenne mobile 7, 20 et 50. Ben, c'est une question de goût. Utiliser la période 12 et 100, ben, pourquoi pas? C'est juste que la majorité des traders professionnels utilisent pas mal les classiques du 20-50. Donc, moi, j'aime bien travailler le plus possible avec des outils qui sont utilisés par des pros, tout simplement parce que j'aime voir la même chose qu'eux. D'accord? Donc, personnellement, je trouve que ça me donne un avantage de voir la même chose qu'eux. Donc, si eux voient une résistance, je vois la même que eux. Donc, en ce moment, je vois la même chose que les traders pros en utilisant ces moyennes mobiles. La plupart des traders pros. D'accord? C'est vraiment mon choix. Christian, voyons, qu'est-ce que c'est qui indique les flèches vertes et rouges? Ouais, en fait, c'est un indicateur, Christian, qui m'a été gentiment remis par Mika, qui est peut-être à l'écoute, peut-être pas, Mika n'est pas là.
Bref, ça indique simplement, ça va avec le CCI. Bon, j'y arrive. D'ailleurs, je voulais vous en parler des indicateurs. Juste le ramener ici. Donc, sur le graphique, j'ai un CCI. Donc, quand le CCI monte, quand le CCI donne un signal d'achat, il met une flèche verte. Et quand le CCI donne un signal de vente, il met tout simplement une flèche rouge. Bon, c'est juste, ça donne c'est un aide à la décision, tout simplement, Christian. Je le teste pour m'amuser. Je n'ai aucune idée si ça fonctionne vraiment. A priori, plus ou moins. On voit ici, là, si j'avais suivi les flèches, j'aurais shorté ici, alors que, bon, j'aurais été perdant finalement. Donc, mais quoi que si j'avais vendu ici, j'aurais été gagnant. Bon. C'est vraiment une aide à la décision. En fait, ça peut remplacer facilement le fait de regarder le CCI. D'accord? Donc, je vous montre, j'agrandis un peu, je vous montre pour terminer cette vidéo. Donc, je vous ai présenté la stratégie de trading de dos, partir avec un biais. J'utilise les indicateurs, vous le savez, je vous avais présenté le CCI, le TSI et le RSI, juste pour qu'on on se mélange pas. Vous ne voyez pas sur mon graphique en 1 minute le RSI. Pourquoi? C'est juste que je l'utilise à partir du H1. Donc, il n'est pas sur mes petits time frames, tout simplement. Et j'ai enlevé le TSI simplement parce que, en fait, je l'avais mis parce que je sais que pour ceux qui ne sont pas habitués, ça vous aide à détecter des creux et des pics. Mais j'ai pas besoin du TSI. En fait, moi, personnellement, il m'embête de l'avoir et je m'en sers pas vraiment. Donc, je l'ai enlevé tout simplement, mais il est utile pour les creux et les pics, comme je vous avais dit dans la première vidéo. J'utilise également le MACD 0 lag. Et vous voyez ici, j'ai un indicateur que Baptiste nous a donné à tous, qu'on peut trouver sur l'onglet fichier de la page Dream Team Zen Trading, qui est l'indicateur peak. Je le teste aussi. Je le trouve intéressant, puisque quand il fait vraiment des pics, c'est rare, mais quand il fait des pics, comme ici, il monte vraiment généralement le point le plus haut, un point extrême, haut ou bas dans le cas d'une ligne rouge. Bon, alors là, je ne peux pas vous en parler beaucoup plus. Je le teste actuellement. Je l'aime bien. Mais principalement, donc, dans les petits time frames, voici ce que j'utilise et comment je m'en sers. Donc, le CCI, je vais l'agrandir ici. Principalement, donc, le CCI et le MACD 0 lag. De quelle façon je m'en sers? Et là, c'est le croustillant de ce webinaire. Si je peux vous donner un truc pour ceux qui ne sont pas beaucoup ferrés en trading encore, ceux qui ne sont pas encore très, très habitués, j'ai donné un truc intéressant avec les moyennes mobiles. C'est un classique de base, mais on va parler du CCI. Qu'est-ce que le CCI, en fait? Le CCI, ici, c'est un CCI en 20 périodes. Donc, il illustre les écarts avec la moyenne mobile 20 périodes. Donc, ici, c'est en rouge, ma moyenne mobile 20 périodes. Donc, chaque fois que les prix s'éloignent pas mal de la moyenne mobile 20 périodes, on monte en haut de 100. Et le contraire, bon, quand on s'éloigne par le bas de la moyenne mobile 20, eh bien, on s'en va vers les moins 100, moins 200. Donc, quand le CCI est entre 100 et moins 100, c'est considéré comme neutre. Alors que lorsqu'on est au-dessus de 100, c'est un surachat. Et quand on est en dessous de 100, c'est une survente. Ça fonctionne vraiment bien, le CCI. Pourquoi? Mais parce que c'est normal. C'est comme ça que fonctionnent les marchés, c'est-à-dire que dès que les prix s'éloignent d'une moyenne mobile, ça veut dire que c'est un extrême. Évidemment, le problème, c'est que les prix peuvent rester éloignés de la moyenne mobile assez longtemps, merci. Donc, on peut être en surachat pendant quand même assez longtemps et ainsi perdre un trade. Donc, et écoutez bien ça, le surachat n'est pas un signal de vente.
Tout comme la survente, ici, ce n'est pas un signal d'achat. Je l'ai déjà dit et je vais le redire. Ce n'est qu'un hasard si ici, effectivement, le point bas a coïncidé avec le point bas sur les prix. Mais regardez ici, hein, on avait donc un surachat. Vous voyez très clairement ici. D'accord? Et pourtant, les prix n'ont fait que monter. D'accord? Donc, c'est la preuve ici de ce que je vous dis. N'utilisez pas le CCI comme un outil de surachat, survente en disant je vends parce que c'est suracheté et j'achète parce que c'est survendu. Ça, c'est de la foutaise. Maintenant, de quelle manière on se sert du CCI? Eh bien, on se sert de la façon suivante. Quand je suis en surachat, j'achète pas. Et quand je suis en survente, eh ben, je vends pas. Et puis, c'est tout. Et déjà, de savoir que si je suis en survente, c'est un signe qu'il ne faut pas vendre, c'est déjà un gros plus, je vais vous le dire. Par exemple, ici, je sais que parce que c'était en train de descendre, ça donnait un beau signal de vente pour plusieurs personnes. Donc, plusieurs ont shorté un niveau qui est tout de suite parti à la hausse. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont vendu une survente. Vous allez me dire, ouais, mais ici, tu vois, tu nous avais dit, il ne faut pas acheter quand on est en surachat. Fait que j'aurais pas acheté ici, mais au final, si j'avais acheté, j'aurais fait 22,46 à 22,66, quand même 20 pips, hein, c'est pas banal. Alors, j'aurais raté 20 pips. Ouais, mais exactement. Par contre, regardez bien ce que je vais vous dire ici. C'est une vision un peu facile parce qu'en réalité, juste avant cette poussée haussière, le CCI nous a donné un presque moins 100 sur juste ici. D'accord? Tout près de la moyenne mobile 50, alors que la moyenne mobile 20 est au-dessus. Les prix forment un creux. On a un creux sur le MACD. Ben là, ici, là, comme signal d'achat, les amis, il n'y a pas mieux. Là. D'accord? Comme ici, signal d'achat. Donc, comme j'ai un biais acheteur, que je cherche que des achats, que je veux faire du scalping, et que donc, je prends mes positions sur des petits time frames comme une minute, eh bien, je sais déjà, en commençant ma séance, que déjà, tous mes points d'entrée à l'achat seront près d'une zone de survente. Et là, si vous êtes très attentif, vous allez dire que je me contredis. Et clarifions bien la chose. Je recommence, d'accord? Je vous ai dit que le CCI ne doit pas être utilisé en disant c'est en survente, j'achète, c'est en surachat, je vends. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je vous ai illustré pourquoi. Par contre, attention, les surachats et les surventes sont particulièrement utiles dans le sens de la tendance. Alors, pourquoi ici ce surachat a quand même donné 20 pips? Mais parce qu'on est dans le sens de la tendance. Il y a une pression haussière intraday qu'on a déjà identifiée dès le début de notre journée. Alors, c'est sûr que parfois, ces surachats vont nous donner des jambes de hausse. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas les vendre. Par contre, dans un biais haussier, quand la pression est très forte haussière en intraday, certainement que je vais acheter les surventes. Ben ouais, certainement. Certainement, parce que c'est ça mes points d'entrée. Donc, si on récapitule en une minute, dans la séance qui avait commencé quelque part, il me semble que je l'avais mis, je vais le mettre ici. Donc, supposons qu'on démarre notre scalping ici, 8h42 du matin. Oups, je l'ai perdu. Voilà.
Donc, et je sais que je cherche des achats tout au long de ma séance. Je vais juste vous arranger quelque chose. Voilà. Ben alors, je vais acheter soit des gros creux comme ceci. D'accord? Là, je suis en 1 minute. D'accord? Donc, soit j'achète des gros creux, quand même assez bas. D'accord? Ou soit j'achète uniquement lorsque la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50. Ben, ça peut être une stratégie. Auquel cas, j'achète ici. Je vais chercher cette hausse. Auquel cas, j'achète ici, mais je ne vais pas chercher grand-chose. Auquel cas, j'aurais aussi acheté ici. Faible résultat, mais j'aurais acheté ici. Beau résultat. Et j'aurais acheté ici. Hop, m'aurait pris une chute et j'aurais acheté ici. Et là, j'aurais pris le trade de ma journée. Et j'aurais racheté ici, ici. C'est pas mal tout. D'accord? Et un autre trader, moi, par exemple, j'utilise pas que les moyennes mobiles. J'aime beaucoup le CCI et le MACD. Donc, je vais avoir tendance à prendre tous les points bas qui sont dans un biais haussier, on s'entend. Donc, dans une tendance haussière, je vais acheter comme ceci. Je vais acheter des niveaux de survente sur le CCI qui correspondent. Bon, j'arrive pas à mettre l'ellipse, mais qui correspondent également à des reprises haussières sur mon MACD. Alors, j'aurais acheté ici. D'accord? J'aurais acheté ici. Vous voyez que je me serais pris une petite descente de 7-8 pips avant d'aller chercher mon trade. J'aurais racheté quelque part ici. Certainement. J'aurais certainement probablement pas acheté ici, même si on était proche de la moyenne mobile, parce que sur le CCI, on était plutôt sur les zéros. C'est pas une mauvaise stratégie, mais je suis pas sûr que je l'aurais pris celui-ci. Par contre, lui, je l'aurais pris. D'accord? MACD qui repart à la hausse. Vous le voyez? Avec CCI sur vente dans un biais haussier sur la moyenne mobile 50, ben alouette. Ça, c'est le trade par excellence. Encore une fois, j'achète un creux. Vous voyez? J'ai acheté ici un creux. J'ai acheté ici un creux. J'ai acheté ici, c'est un creux. Ensuite, j'aurais acheté probablement ici un creux. Et j'aurais pris cette jambe. J'aurais acheté certainement ici. Probablement ici. Mais certainement plus ici. Pourquoi? Je vous montre. Regardez. C'est là l'avantage d'utiliser le MACD et le CCI. Attendez, il est où? Ici, hein? Donc ici, on avait une survente CCI. D'accord? Donc j'avais un point bas, mais j'étais en descente sur le MACD. Donc je ne l'aurais pas pris. Alors que ce bas ici me montrait un MACD qui repart à la hausse. Donc j'aurais acheté ici cette bougie. D'accord? Et je continue sur la séance. Celui-là, on vient de le voir. J'aurais acheté ici. D'accord? Donc, je vais mettre des ellipses, en fait, sur les prix. C'est plus facile à mettre. Voilà, comme ceci. Donc, je vous montre tous les points d'entrée. Il y avait ici. Ici. J'ai oublié celui-ci.
comme ceci. Bon, vous voyez, j'agrandis un petit peu. Alors, vous voyez ici, on était proche du zéro, mais j'avais un MACD qui était à la baisse, donc je n'aurais pas pris. Peut-être dans le feu de l'action que j'aurais acheté ici, par contre, avec la reprise du CCI et le démarrage haussier du MACD. Bon, en fait, ensuite, il y avait ici, ici. Voilà. Ici, grand moment où je n'achète. Vous voyez, ici, je l'aurais acheté à cause du contexte, mais un peu plus inconfortable parce que les moyennes mobiles sont en baisse. Donc, la moyenne mobile 7 et 20 est sous la 50. Donc, ici, ça devient plus périlleux d'acheter. D'accord? Donc, tout ça ici, je n'aurais certainement pas acheté. Probablement pas ça ici non plus. Par contre, celui-ci, oups, voilà, celui-ci aurait été achetable. J'étais en zone de survente. J'ai un MACD qui repart à la hausse, toujours dans mon biais haussier. On était proche de la moyenne mobile ou juste en dessous. Excellent. Ensuite, il y avait ici. Oups, je n'ai sauté un. Il y avait ici. Vous voyez? Survente, MACD qui part à la hausse. Ici, survente, MACD qui part à la hausse. Trade gagnant. Ensuite, il y avait ici. Donc, sur ce niveau, voilà. Donc, ici, je n'aurais pas acheté puisque la MACD était toujours baissier. Ici, je me serais posé la question, est-ce que j'achète? Probablement que je l'aurais pris ici. J'aurais pris une toute petite baisse et je suis rembarqué dans le trade en gain. Donc, je vais acheter ici. Vous voyez ici, je l'avais mis l'ellipse tantôt, c'était un achat sur la moyenne mobile, mais il n'était pas confirmé par le CCI. Donc, c'est une stratégie de scalping avec les moyennes mobiles. Je l'enlève parce que moi, personnellement, je veux aussi le CCI. Donc, ici, voilà. Ici, c'était bon. Et celui-ci, vous voyez qu'au final, j'étais perdant, je l'ai perdu. J'ai perdu quelques pips. Donc, au final, si on regarde nos points d'entrée, nos ellipses, le début, il est ici. Donc, vous voyez très clairement que j'aurais fait en scalping, si j'avais fait toute la séance, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et 11 achats de l'euro USD, dont 10 auraient été gagnants et mon dernier ici, perdant de 2-3 pips. Je pense que je l'ai fermé à 2 pips de perte. Donc, au final, c'eût été une journée gagnante de 11 trades. Ça va? Donc, à quoi va servir le 5 minutes? Eh bien, simplement, certaines personnes vont aimer suivre le 5 et le 15 minutes. Moi, je m'en sers, en fait, non pas pour prendre la position, je la prends en M1, en scalping. Mais le 5 et le 15 minutes vont m'aider à décider si je déplace mon take profit. Je vous avais dit que je visais 2, 3, 4, 5 pips. Je vais vous donner un petit exemple. Mettons cet achat ici qui était à 21h11. Donc, en 5 minutes, 21h11, c'est ici. Donc, je serais rentré ici, ici en 5 minutes, voilà, dans cette bougie. Voyant qu'on passait par-dessus la moyenne, une résistance, excusez-moi, en 5 minutes, plutôt que de clôturer le trade juste ici, je l'aurais conservé.
C'est à ça que ça me sert finalement le 5 et le 15 minutes. Ça me permet de voir dans quoi nous sommes là, sur des unités de temps juste un petit peu au-dessus. Et puis, si je vois qu'il y a des résistances et qu'il y a quand même pas mal d'espace avant les résistances en 5 ou 15 minutes, je vais étirer mon trade. Alors que si par contre, je vois qu'il y a des obstacles qui apparaissent et tout, je vais fermer tout simplement mon trade. D'accord? Donc, le 1 minute me sert d'entrer en position. J'ouvre et je ferme en 1 minute. Mes 5 minutes et 15 minutes me servent à voir si j'étire mon gain et jusque où. Le H1 m'aide à faire ça aussi, mais c'est mon niveau, mon médian au niveau de la tendance. Donc, je le surveille. Hein, il faut qu'il reste au-dessus de la moyenne mobile 50 le plus possible. Et le H4 et le D1 sont finalement mes biais de trading en intraday. Est-ce que sur tout ça, vous avez des commentaires ou des questions? On n'a pas beaucoup échangé, c'était plus un monologue pour moi aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Maintenant, vous n'êtes plus très nombreux, il est tard, donc je termine dans quelques minutes, mais je voulais prendre un peu vos feedbacks. Ceux qui sont encore là, si vous êtes toujours à l'écoute, vous n'êtes pas endormis. Ça vous dit quoi tout ça? Eh, mine de rien, c'est du bonbon, hein? C'est pas simple, Laurence. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu trouves pas simple ou qu'est-ce que tu trouves peut-être plus compliqué dans tout ce qui vient d'être dit? Ça va m'éclairer. Peut-être que je peux même te synthétiser ou te résumer certaines choses plus précises. Ça dit que l'on va tester tout ça. Ouais, Eric, ça fonctionne bien, honnêtement. Christian, moi, ce qui m'embrouille, c'est les MM. Ouais, tu peux les enlever, hein? Ils ne sont pas obligatoires, les MM. Exact, les moyennes mobiles, tu peux les enlever. Ils ne sont pas obligatoires, Christian. Comme je vous dis, dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, il y a deux. La stratégie de fond, c'est la technique de dos. D'accord? Donc, on achète des creux en tendance haussière. On vend des sommets en tendance baissière. Ça, c'est la base. Écrivez-le sur un papier. Mettez-le devant votre écran. Je le redis. Dans une tendance haussière, on achète des creux. Dans une tendance baissière, on vend des sommets. Règle d'or. Maintenant, Christian, que tu aies des moyennes mobiles ou que tu utilises les CCI, ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais la stratégie de fond, c'est dos. D'accord? Et vous devenez de plus en plus bon à reconnaître vos creux et les pics et les sommets. Maintenant, Laurence et Christian, Laurence, parce que tu me dis que c'est pas simple, je peux comprendre, il y a beaucoup de choses et au début, quand on n'est pas habitué, il faut se démêler. Mais synthétisons deux choses principales dans la stratégie, deux stratégies en fait spécifiques en scalping qui vous ont été présentées aujourd'hui. Stratégie 1, l'utilisation des moyennes mobiles comme repère. Ta moyenne mobile en petit time frame, en 20 périodes, elle est au-dessus de la 50 et même voire encore mieux au-dessus de la 20, comme ici. D'accord? On voit bien là, n'oubliez pas la rouge, c'est du 7 périodes. En vert, c'est la 20. En bleu, c'est la 50. Donc, quand les moyennes mobiles sont au-dessus l'une de l'autre, tu as ta tendance. Donc, à partir d'ici, je sais que je suis haussier en 5 minutes. À partir d'ici, Laurence, tu achètes des creux. Tu cherches des creux. Et tes creux, tu peux les trouver avec ton TSI. Tu peux les trouver avec des CCI. La limite, tu peux le voir avec ton MACD 0 lag, mais tu ne verras pas tes creux avec les moyennes mobiles. Ben, pas aussi clairement, en fait. D'accord?
D'accord, Laurence? Du mal avec les indicateurs, j'y reviens. Donc, deux stratégies. Soit la moyenne mobile, on peut combiner les deux aussi, soit l'utilisation de la notion des surachats sur vente dans le sens de la tendance. Donc, j'ai un biais haussier, j'achète des surventes qui correspondent à une reprise haussière sur le MACD 0 lag. D'accord? Comme ici. On le voit en 5 minutes, il est un peu plus facile à voir qu'en 1 minute. Regardez-le bien. Regardez attentivement. Vous voyez, c'est vraiment important. Regardez ici. On frappe. Je suis acheteur. On a un biais haussier. Tendance de fond haussière. Je suis dans un creux en 5 minutes. Vous voyez ici? Et le MACD repart à la hausse. Tout ça ici, moi, j'achète ici. J'ai à la fois, en fait, je suis sûr que je suis dans un creux. Et à la limite, en achetant ici, Laurence, si jamais on va faire un autre plus bas, tout de suite, si on a une mèche impulsive, ben, je perds 3 pips. Je m'en fous. Et je suis sûr que ça ne te dérange pas trop de perdre 3 pips. Si tu sais que tu vas peut-être perdre 3 pips 2-3 fois, mais quand tu vas en gagner 20. Ben, on est gagnant au final. Et c'est comme ça qu'il faut voir, Laurence. Donc, si tu achètes ici et que tu es stoppé ici, on s'en fout. C'est une bonne gestion de risque. Mais si tu achètes ici, parce que ta moyenne mobile vient de croiser, c'est une erreur. Mais si tu achètes un sommet, et regarde ton MACD, regarde ton CCI, tu es en surachat. On ne peut pas acheter ici. Donc, déjà, en achetant jamais quand c'est en surachat et en ne vendant jamais quand c'est en survente, vous allez éviter énormément de boulettes. C'est d'ailleurs, ouais, Laurence, et c'est d'ailleurs l'autre chose que je pense que vous devriez écrire sur un bout de papier, c'est ceci. CCI, 2 petits points, ne jamais acheter quand on est en surachat et ne jamais vendre quand on est en survente. Moi, parfait le cahier. Excellent, Laurence. Donc déjà, je vous jure, je vous garantis, et vous saurez m'en reparler, que si vous faites ça, que vous n'achetez plus en surachat et que vous ne vendez plus en survente, et qu'à la limite, quand vous achetez, vous êtes toujours en survente et quand vous vendez, vous êtes toujours en surachat, vous allez voir une nette différence dans vos pertes. Vous allez voir que quand vous allez perdre beaucoup moins et ça va être beaucoup plus zen. Moi, je vous mets au défi dans la prochaine semaine de déjà réaliser ça. Juste vous dire, regarde ici, je suis en surachat, je n'achète pas. À la limite, j'achète en survente. Et surtout, si a priori, ta tendance est haussière, ben, achète les surventes. On ne se gêne pas. Hein? 5 minutes, vous allez me dire en 15 minutes, ça marche-tu? Ben ouais. Regardez. Regardez ici. Regardez ici, j'ai un creux, j'ai une survente. Comme ici, j'ai un creux, j'ai une survente. Qu'est-ce qui se passe après ce creux? J'ai le MACD 0 lag qui part à la hausse. Ben, j'achète, mais je suis gagnant. Ici, le MACD part à la hausse ici. Ben, j'achète ici. Ben, je suis très gagnant. Ben, encore ici. Ben, voilà. Je suis gagnant, j'achète. Je suis gagnant. On en prend un autre ici. J'achète ici. Ah non, c'est le même. Ici. Ben, il est où? Ici. Ah, ici. J'achète ici. Ben, je gagne. Ben, il y en a partout, hein? Regardez. Ben, j'achète ici. Ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas si ici on est encore en tendance haussière bien déterminée. Je crois que oui. Alors, ça ne marche pas évidemment à 100% des coups. Mais vous avez bien compris que, à tout le moins, ça nous permet de rentrer sur des bons niveaux et que quand vous perdez juste quelques pips. Je termine dans 2 minutes avec ceci, les amis. Je vais mettre un texte. OK. Ici.
Et je vais vous écrire ça. Qui ne paraît plus parce qu'il est en blanc. Je vais l'écrire en noir. Bref, je m'amuse là. C'est la fin du webinaire. Mais gestion de risque. D'accord? Bon, peu importe les fautes. Vous avez compris. Alors, arrêtez de perdre 20 pips pour en gagner 5. Essayez de perdre 5-6 pips et de couper rapidement quand vous voyez que ça ne va pas dans votre sens et de laisser courir vos gains le plus que vous pouvez. De cette façon-là, vous allez être gagnant. Alors, je n'ai pas beaucoup de questions. Vous êtes peu nombreux. Il y en aura peut-être après le visionnement ou dans le revisionnement en replay. Je vous laisse là-dessus. Gang, ça fait déjà 1h30. Je voulais le faire plus court finalement. J'ai de la jasette, donc ça a été aussi long que le dernier. Je suis désolé, ceux pour qui c'est très long, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments archi importants dans ce qui a été dit. Je vous mets donc au défi de revisionner les 2 vidéos sur le scalping, de faire un résumé synthèse sur une petite feuille de tout ça et de mettre en application. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Vous me posez des questions sur le chat de Facebook. Alors, je vous souhaite un bon succès, tout le monde. Je viens d'entendre une voix. Donc, bon succès tout le monde. Merci. Je vous souhaite une belle fin de journée. 9h30, c'est l'heure du dodo pour plusieurs. Donc, on se retrouve très prochainement. Prochaine vidéo, pas encore déterminée ni le thème ni la date. Je vous invite à me manifester des thèmes qui vous intéressent pour en faire un webinaire live. Alors, salut tout le monde. Merci. À bientôt.